tailor-made qui sont vraiment propriétaires et donc vous pouvez y avoir accès gratuitement en vous inscrivant sur le site. On a aussi une stratégie systématique qui existe depuis 2012 et qui rend au jour d'aujourd'hui, donc les données ont été relevées à la fin février, affiche un rendement annualisé de 21%, donc on est relativement satisfait du comportement de cette stratégie. Et comme je vous le disais, en démocratisant l'accès à des produits d'investissement pour les particuliers, on a aussi le modèle innovant de proposer des produits qui sont sans frais de performance, sans frais d'entrée, sans frais de sortie et sans frais de gestion, et ça c'est vraiment un modèle assez unique. Donc ça c'était pour parler de JFD Wealth. Pour vous faire une petite introduction par rapport à l'entité. Donc ensuite, on va attaquer vraiment ce pourquoi on est venu ce soir, ce qui nous réunit. Donc l'idée c'était de vous présenter comment nous on détermine qu'est-ce qui est une stratégie de trading qu'on juge être bonne, comment on peut la différencier d'une stratégie qui va être un peu moins bonne, voire pas pertinente du tout. Donc ce que je vous propose pour rendre le débat un peu plus interactif, c'est qu'à la fin de chaque slide, si vous avez des questions, je vais les prendre à la volée. Ça évite de prendre les questions à la fin et on peut discuter librement de ça. Alors, j'essaie de répondre en introduction pour qui, pourquoi, l'analyse d'une stratégie de trading. Donc ça s'adresse, à mon sens, aussi bien aux investisseurs qui n'ont pas forcément le temps finalement de trader par eux-mêmes, mais qui souhaitent déléguer la gestion de leur capital à un trader ou un investisseur ou un gestionnaire. Et aussi les traders qui eux font un ensemble d'opérations, comme la personne qui nous a présenté cette stratégie précédemment, et qui souhaitent analyser de façon pertinente si le travail qu'ils réalisent par rapport à leur investissement, c'est quelque chose qui finalement s'inscrit dans une logique pérenne, qui va leur permettre à terme de générer une performance qui va être stable, ou du moins de s'inscrire dans un schéma qui lui est stable, et de juger ça de façon très objective. Un autre élément qui est vraiment important, et ça on va le voir tout au long de la présentation, c'est que finalement, quand on veut juger de la pertinence d'une stratégie, ne s'attacher qu'aux performances telles qu'elles sont présentées, ce n'est pas du tout un critère qui va vous permettre à terme de vraiment distinguer une stratégie, une bonne stratégie d'une mauvaise stratégie. Ce n'est pas suffisant. Les performances, bien sûr on en veut, on investit pour générer de la performance, in fine, mais finalement se cantonner à regarder que ce critère-là et mettre d'ailleurs ce critère-là en premier, c'est vraiment une erreur qui est commise, je vais dire systématiquement, par les investisseurs particuliers, notamment parce que finalement, je ne sais pas si vous êtes familier, mais c'est vrai qu'il y a des plateformes comme Zulu Trade, Tradeancy, ou il y en a d'autres qui présentent en fait des solutions d'analyse de stratégies de gestionnaires, de différents gestionnaires. Mais l'accent est vraiment mis sur la performance et ça c'est vraiment une erreur, parce que finalement, le but d'une analyse de stratégie, c'est mettre le point, c'est mettre en fait en lumière où se situe le risque et regarder bien, faire la balance entre les forces et les faiblesses, c'est ce qu'on appelle le trade-off entre le risque et le reward, c'est-à-dire est-ce que pour générer 10 euros, 100 euros, 1000 euros, quel est le risque que j'ai pris in fine? Si j'ai pris 100 euros de risque pour générer 10 euros, finalement c'est pas une stratégie qui va être sustainable sur le long terme. Donc le but c'est vraiment de mettre en lumière quelles sont les forces et les faiblesses et faire la somme de ces forces et ces faiblesses pour voir si le risk-reward, donc ce que je vais en gagner par rapport à ce que j'aurais risqué, est intéressant. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on fait chez JFD, parce que c'est vrai qu'on est amené à travailler avec beaucoup de gestionnaires qui sont pour la plupart régulés et qui nous soumettent leur stratégie. Et le but, c'est de déterminer si on peut travailler avec eux, c'est-à-dire est-ce que ce sera un partenaire qui, pour les investisseurs qu'on a, va être quelque chose qui va être valuable, qui va apporter de la valeur ajoutée par rapport à une stratégie qui va être standard. Donc, dans cette présentation-là, c'est difficile de passer par un... J'essaie de vraiment, dans la présentation, vous présenter les grands axes de notre analyse. Ce n'est pas exhaustif, mais ça va vous donner un ensemble de pistes que vous allez pouvoir exploiter. Alors, les deux grandes étapes de... Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, moi je ne pense pas, parce que c'est une introduction. Les deux grandes étapes, en fait, quand vous analysez une stratégie, il y a vraiment deux choses qui se distinguent. C'est ce qu'on appelle l'analyse qualitative et l'analyse quantitative. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? L'analyse qualitative, en fait, ça ne s'attache pas à tout ce qui est performance, tout ce qui est données numériques. C'est vraiment comprendre l'environnement du trader. Parce que finalement,
un gestionnaire qui va être isolé, par exemple dans sa chambre tout seul, ça peut arriver. On en a déjà vu, alors forcément ils sont généralement pas régulés, donc nous on ne travaillait pas avec eux, mais on sait que ça existe. Est-ce que c'est un critère de réussite sur le long terme? On ne pense pas. Donc c'est important en fait de comprendre quel est l'environnement du gestionnaire, parce que finalement, au-delà de la compétence qu'il peut détenir à gérer bien le capital, à finalement le gérer d'une bonne façon, sa réussite sur le long terme, elle dépend aussi de son environnement, de la façon dont il est structuré, quel est le véhicule d'investissement qu'il va choisir, est-ce qu'il est régulé. Donc ça vient, c'est vraiment toutes les questions, comme je le disais, l'analyse qualitative, c'est toutes les questions qui se rapportent aux données non quantitatives, c'est-à-dire non numériques. Et l'important, c'est vraiment de se poser l'ensemble de ces questions, de faire une espèce de due diligence pour savoir si finalement le gestionnaire à qui vous vous adressez va répondre à des critères qui semblent, dit comme ça, assez évidents. Mais c'est très important de s'en assurer qu'ils répondent bien à son ensemble de questions. Une chose aussi qui est assez importante à nos yeux, c'est est-ce que ce gestionnaire-là est régulé? Parce que d'une part, généralement, quand vous déposez votre argent chez un broker et qu'il est ensuite géré à partir de ce broker, il y a peu de chances que le gestionnaire puisse partir avec l'argent, il n'y a pas de chance d'ailleurs. Mais s'il vous propose une autre forme juridique et qu'elle n'est pas régulée, il peut se passer des mésaventures avec votre argent. Donc c'est très important, avant de considérer un investissement, de faire son analyse qualitative. C'est quelque chose qu'on réalise systématiquement chez JAB Wealth, qui est très important, qui est un critère vraiment déterminant dans notre analyse. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'analyse qualitative, si vous avez des questions. Très bien, on passe. C'est pas la part la plus intéressante de l'analyse, ça j'en conviens. Mais c'est très important de l'effectuer quand même, parce que c'est un critère qui est vraiment déterminant. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle l'analyse quantitative. Donc l'analyse quantitative, c'est comprendre le risque. Finalement, encore une fois, comme je le disais au départ, se cantonner à l'analyse de la performance, c'est une erreur. Parce que finalement, c'est un peu comme si on revient au cours de mathématiques, A implique B, mais B n'implique pas forcément A. C'est-à-dire que si vous avez une bonne gestion du risque, vous aurez hypothétiquement de la performance. Mais si vous faites de la performance, en aucun cas ça va impliquer que la gestion du risque est bonne. Donc en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte quand il s'agit de déterminer si un gestionnaire est bon ou si un trader est bon? Il faut se focus sur la façon dont il a de gérer les risques. C'est vraiment ça qui va vous permettre de déterminer si la stratégie est une bonne stratégie ou pas. Analyser les risques, ça permet d'analyser si in fine il y a une possibilité d'avoir de la performance. Le contraire n'est pas vrai. Analyser la performance ne permettra en aucun cas de savoir s'il y a une dimension de risque. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel nous on veut insister. C'est très très important. Et d'ailleurs, en fait, on s'en rend compte assez rapidement. Parce que si on cherche à définir quelles sont les caractéristiques d'un bon trader, il y a une réponse qui vient, qui n'est pas forcément naturelle. On va dire, dans la majorité des cas, si on demande à quelqu'un qu'est-ce qui fait un bon trader, on va vous dire c'est quelqu'un qui gagne tout le temps. En fait, c'est relativement faux. Finalement, un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui a une bonne alternance entre des performances positives et négatives, et qui va plutôt tendance à gagner plus quand il va avoir raison et à perdre moins quand il va avoir tort. Et en fait, il suffit de regarder par exemple, là je vous ai affiché les performances mensuelles d'un fonds qui s'appelle Forte, c'est le meilleur fonds systématique au monde. Il existe depuis 2002. Alors qu'est-ce qu'on regarde en fait? Qu'est-ce qu'on constate quand on regarde ces performances mensuelles? On voit qu'il y a beaucoup de mois qui sont, en fait il y a un juste équilibre entre les mois qui sont négatifs et les mois qui sont positifs. On n'a pas 50-50, on a 60-40. Mais on a quand même beaucoup de mois qui sont négatifs, avec éventuellement des pertes qui peuvent être importantes. Là, on voit qu'il y a une perte importante. En revanche, quand on regarde au cumul, quand on regarde la performance annuelle, il n'y a que 2015 qui est une performance négative. Le reste des performances sont positives. Donc, c'est important quand on procède à une analyse de ne pas se fourvoyer et de ne pas chercher quelque chose qui n'existe pas, parce que ça va vous envoyer dans la mauvaise direction. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Chercher quelqu'un de performant en termes de trading ou en termes de gestion. C'est aussi chercher quelqu'un qui sait perdre, parce que c'est ce que les meilleurs font, comme on peut le voir ici. Voilà, donc ça c'était pour vous donner vraiment du background, bien distinguer l'analyse qualitative de l'analyse quantitative. Nous par exemple, dans notre modèle d'analyse, si l'analyse qualitative n'est pas satisfaisante, on ne procède même pas à l'analyse quantitative. Le gestionnaire, on lui dit qu'on ne peut pas travailler avec lui et qu'il ne sera pas référencé par nos soins, parce que
l'analyse qualitative qu'on a menée n'est pas satisfaisante. Et je pense que pour vous, c'est important que vous puissiez faire la même chose. Alors, maintenant on va attaquer les choses un peu plus concrètes. Donc on va rentrer dans différents exemples qui vont vous permettre de comprendre ce qu'est l'analyse quantitative. Alors, le principe de l'analyse quantitative, ça repose sur l'étude des données numériques, donc des données quantitatives, et qui permettent de répondre finalement à la question comment qualifier des stratégies qui en apparence sont semblables. C'est-à-dire que si je vous soumets ce graphique et que je vous demande quelle est la meilleure stratégie, alors effectivement il y a une stratégie en bleu qui fait un peu plus de performance que les autres, mais c'est sensible. Je veux dire, de but en blanc comme ça va être difficile de répondre. Et on va voir finalement par la suite que la stratégie qui peut sembler peut-être en apparence meilleure que les autres, quand on plonge un peu plus dans l'analyse quantitative, on va se rendre compte très rapidement que ce n'est pas forcément la meilleure. Donc, se limiter encore une fois à regarder uniquement les performances, ça ne va pas vous permettre de vraiment déterminer quelle est la meilleure stratégie et celle qui vous correspond le plus. Il va falloir vraiment creuser un peu plus loin. Alors, donc voilà, là j'ai mis un autre exemple. Par exemple, si je vous demande dans la salle quelle est la meilleure stratégie, je pense que vous allez avoir du mal à y répondre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est des stratégies qui sont relativement similaires. Alors on peut se dire qu'éventuellement peut-être la bleue, pendant une certaine période, a vraiment surperformé la grise, mais ce n'est pas forcément vrai. Et on va le voir dans la suite, puisque c'est un exemple que j'ai réexploité, que la réponse n'est pas si évidente. Une question, mais par contre, si on regarde si parfois il y a des creux qui sont plus violents, parce que déjà, on commençait à avoir une idée. Effectivement, c'est vrai que ça fait partie de l'analyse. Ça, c'est une métrique qui s'appelle le maximum drawdown, qu'on va regarder par la suite, qui fait effectivement partie des mesures qu'il faut regarder, et qui permet effectivement de qualifier le risque d'une stratégie. Alors, je vous présente ce schéma. Ça, c'est le schéma qu'on utilise de sélection en fait, qui est propriétaire des GFD Wealth. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais ça vous donne. J'ai tenu quand même à le mettre parce que ça vous donne une idée du travail que nous on fait, que vous pouvez faire aussi. Finalement, en s'y intéressant, vous pouvez aussi le mener. C'est vrai que ce qui nous arrive de faire, c'est que quand on a des investisseurs bien sûr, qui souhaitent investir un montant qui est significatif, ou des groupes d'investisseurs qui s'intéressent à une stratégie, nous on leur propose de faire directement cette analyse, s'ils le souhaitent. Donc il suffit de nous contacter. Et lorsque le montant est significatif, on réalise cette étude pour eux, on leur livre en fait. Ils nous disent par exemple, j'ai repéré tel manager, ou j'ai telle personne en contact, voilà son historique de trading. Est-ce que vous pouvez me faire une due diligence, une étude quantitative de la pertinence de cette stratégie? Et c'est le process que nous on fait. Donc, je vais vous présenter par la suite les éléments qui vont vous permettre de reproduire ce process. Néanmoins, c'est quelque chose qui est assez laborieux et qui demande parfois de la technologie que nous on détient puisqu'on l'a développé. Et donc, on offre ce service aussi à nos clients. On commence toujours notre analyse par l'analyse de risque multifacteur, qui va nous donner un scoring, donc une notation qui va aller de moins 100 à une fois tous les facteurs, donc il y en a à peu près 50. Quand un facteur échoue, vraiment significativement, on lui met la note de moins 100, ce qui fait que par la suite, la stratégie sera systématiquement rejetée. Ensuite, on analyse ce qu'on appelle le risk-reward, c'est-à-dire quand je prends un risque de 1, combien en moyenne je vais gagner? Est-ce que je vais gagner une somme qui sera supérieure à 1 ou inférieure à 1? Ça donne une notation, c'est pareil, même principe. Si la notation est inférieure à 0, on rejette la stratégie. Ensuite, on analyse les biais et la façon dont le gestionnaire approche le portfolio management. Tous ces points-là, je les détaille par la suite pour que vous compreniez. Je les illustre avec des exemples, ça vous parlera plus. Mais je vous présente déjà le modèle. Et ensuite, on fait une analyse de style et de classification. Est-ce que la stratégie est plutôt contrarienne? Est-ce qu'elle est plutôt suivie de tendance? Et ça nous permet de répertorier la stratégie. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est-à-dire que quand vous recevez un historique de trading, généralement, vous avez juste les positions clôturées. C'est ce qui se passe. Donc, en fait, vous avez une photographie
du compte de trading, mais à un instant précis, c'est-à-dire au moment où les positions ont été clôturées. Ça vous permet de faire un certain nombre d'analyses qu'on va détailler par la suite. Mais ce n'est pas réellement révélateur du risque qui a été engagé au niveau de la position. Pour ce faire, en fait, il faut faire un espèce de rebacktest de l'historique de trading, c'est-à-dire qu'il faut resimuler la vie du portefeuille et la vie de chaque position pour voir où a été le risque. Et ça, c'est pareil, c'est une composante qu'on va voir par la suite. C'est un peu plus compliqué pour vous à faire parce qu'il faut en mettre en face une base de données. Il faut pouvoir être en mesure de resimuler cette historique-là, mais ça, c'est quelque chose qu'on fait au sein de JLD Web. Voilà. Alors, je reviens rapidement sur l'analyse que j'ai appelée multifacteur de risque. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on analyse les risques, par exemple, vous allez prendre certains gestionnaires, vous allez avoir une performance de 10-20% à l'année, ce qui est vraiment significativement élevé par rapport à la moyenne du marché. Et puis en 2-3 jours, vous allez tout perdre. Donc il y a une notion de risque, il y a une notion de vitesse aussi. C'est-à-dire, à quel moment je suis en risque de perdre mon capital et à quelle vitesse. Il faut vraiment un rapport qui soit bien équilibré entre la vitesse dans laquelle vous réalisez vos gains et la vitesse dans laquelle vous réalisez vos pertes. Donc ça, cette analyse multifacteur, elle nous permet aussi de tenir compte de ces deux notions, la notion de perte et la notion de vitesse. Un des premiers critères qui est celui dont James évoquait, qui est le maximum drawdown, qui correspond donc à la perte maximum que vous avez suivie entre un plus haut, pas de marché, mais un plus haut de la balance, donc de la stratégie de trading, et son plus bas. Pour nous personnellement, bon, moins 30, c'est parce que j'ai voulu être pas du tout conservateur, mais généralement c'est plus étriqué que ça. On rejette systématiquement la stratégie. Je pense que c'est vrai que considérer une stratégie qui a plus de moins 30% de drawdown, c'est compliqué. Ça fait déjà beaucoup. Après, encore une fois, il faut relier à l'espace temporel. Si vous perdez 30% en un jour, il faut vraiment oublier. Mais voilà, donc le maximum drawdown, ça fait partie d'une des mesures. Ensuite, on a ce qu'on appelle le MAR ratio. Le MAR ratio, en fait, ça va exploiter à la fois le maximum drawdown et la composante de performance. Le but de tous les ratios financiers, c'est ce qu'on appelle la normalisation de la performance. Encore une fois, en normalisant la performance, par exemple, si j'ai un MAR ratio qui va être égal à 1, ça veut dire que j'ai pris autant de risques pour générer 1 de performance que pour en perdre. Enfin, j'ai pris autant de risques. J'ai un risque équilibré, c'est-à-dire que pour gagner 1, j'ai risqué 1. Si vous avez un MAR ratio qui est supérieur à 1, vous allez être dans ce qu'on appelle une asymétrie de gain positive. Vous allez générer plus en moyenne que ce que vous allez risquer. Et tous les ratios inférieurs à 1, négatifs, on n'en parle pas parce que c'est mauvais, eux vont dire que vous êtes en asymétrie négative. Vous allez risquer à chaque fois plus, enfin la stratégie va risquer plus que ce qu'elle va permettre en potentiel. Par exemple, le MAR ratio à 0,75 au rejet. Ensuite, important aussi de regarder, c'est la façon dont le levier est géré. Si vous avez de façon absolue, quand vous avez un levier qui est supérieur à 10, déjà en moyenne de la stratégie, il ne faut plus y penser parce que 10 c'est vraiment très important et des mouvements de marché, on en connaît beaucoup et je veux dire le levier c'est vraiment déterminant, surtout dans une stratégie comme on peut avoir l'habitude d'avoir sur le trading sur marge, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Si on prend, nous par exemple, comme je vous le disais au départ, on a une stratégie systématique qui fait plus 21% depuis le début de l'année, enfin depuis 2012, pardon, en performance annualisée. Si vous prenez l'exemple de l'euro CHF, par exemple, on était investi au moment où l'euro CHF a fortement décroché. Et dans la journée, on n'a rien perdu parce qu'on avait une exposition qui était très 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 faible. On a toujours, sur nos positions, on maîtrise très très bien notre levier. Et c'est ce qui fait la réussite aussi de la stratégie, parce que même quand on a des black swans, donc des événements très improbables qui se matérialisent, et on risque de continuer à en voir dans les années à venir, puisqu'il y a beaucoup d'événements macroéconomiques qui peuvent influencer ce genre d'événements. C'est ça qui vous permet, in fine, contrôler le levier de la stratégie sur laquelle vous investissez, ou même de votre propre levier en tant que trader. C'est une garantie du succès sur le long terme de votre stratégie. Voilà, donc ça c'est très important de garder à l'esprit. On regarde aussi en fait quelle est la dispersion du levier, c'est-à-dire qu'on va prendre la position qui a le levier minimum, on va regarder le levier moyen, toutes les positions, le levier maximum. Si on voit que finalement il y a une dispersion totale, c'est-à-dire qu'on a un levier minimum très petit, un levier moyen qui est quand même vachement plus grand
que le levier minimum est un levier max qui est beaucoup plus grand que le levier moyen, là on va être pareil, dans une stratégie qui va jouer certainement sur un effet de martingale, certainement sur des effets en fait, qui sont très dissymétriques, qui ne permettent pas in fine de générer une performance qui va être stable. Donc on exclut. C'est difficile de statuer parce qu'on peut être vraiment dans une stratégie très particulière, mais en général, ça commence à être caractéristique d'une stratégie qui n'est pas bonne. On regarde aussi, très important, le temps moyen par trade gagnant et par trade perdant. Si vous avez un temps moyen par trade perdant qui est beaucoup plus élevé que le temps moyen par trade gagnant, c'est que le gestionnaire ou le trader, simplement, il garde les positions quand elles sont perdantes et il les sort quand elles sont gagnantes. Donc ça, c'est pareil, c'est pas une bonne méthodologie de gestion parce qu'il faut savoir garder une certaine je dirais, homogénéité dans la façon dont on gère. Il faut se rendre compte aussi de ce que je vous disais, la rapidité. On compare le temps moyen pour générer 1% et le temps moyen pour les perdre. Encore une fois, si on a une dissymétrie trop importante, on rejette. Et ensuite, bien sûr, le gain moyen par rapport à la perte moyenne. Parce que vous allez vous retrouver des fois avec des stratégies qui vont générer 90% de bons signaux, 10% de déchets, mais parce qu'en fait, on a tronqué un peu le système. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a laissé courir les pertes et on a encaissé rapidement les gains. Donc, on va avoir une certaine dissymétrie, c'est pareil. Ça, c'est des stratégies qui généralement sont rejetées. On peut rentrer peut-être dans des stratégies avec une stratégie très spécifique, mais c'est rarement le cas. Ça commence à être des curseurs qu'il faut mettre. Et quand vous voyez ce genre d'analyse, simplement en analysant l'historique de trading, vous pouvez vous dire, ah, peut-être que là, je ne suis pas dans quelque chose de très pertinent. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Comment vous avez fait pendant l'Euro CHF ouais. Pour ne pas être exposé, c'est que vous avez hedgé à chaque fois que vous avez une position, vous l'avez hedgé derrière. Non, on avait une exposition directionnelle sur le CHF, mais avec un levier qui était relativement limité. Et on était aussi exposé à d'autres sous-jacents qui, eux, ont réagi différemment, puisque c'est vrai qu'on contrôle aussi la corrélation du panier sur lequel on a investi, et l'ensemble s'est compensé. À la fin de la journée, on est sorti fort. Voilà. On n'a pas gagné d'argent sur l'euro CHF, puisque effectivement on était acheteur, et donc c'est descendu, il y avait un trou de liquidité. Et déjà on a pu absorber ce trou de liquidité, puisqu'il y a beaucoup, je veux dire, il y a des acteurs, je ne vais pas les citer, mais des grands leaders du Forex qui étaient grandement exposés à l'euro CHF et qui se sont retrouvés en margine, en margine sur l'ensemble de leur compte, qui étaient exposés à plus de 80%, et qui ont été obligés, à la suite de ça, d'être bail-out, de trouver des fonds. Alors que c'est des acteurs qui sont listés en bourse et qui sont majoritaires. Nous, en tant que JFD, aussi bien au niveau de JFD Wealth, on aurait pu très bien cramer tous les comptes si on avait été trop exposé, puisqu'on aurait été en margin call. On a pu absorber ce trou de liquidité qu'il y a pu avoir, parce qu'on était très faiblement exposé. Donc on a maintenu, la position s'est maintenue et n'a pas été du tout margin call. Donc on a eu un drawdown quand même dans la journée qui était à peu près de 1%, ce qui est important pour une stratégie comme la nôtre. Et après, le marché, la dislocation, on est revenu à une normalité, donc il y a des desks qui ont fait beaucoup d'argent, et donc on est ressorti en perte de cette position, mais une perte qui a été vraiment maîtrisée. Alors que face à nous, on a eu un ensemble de traders particuliers qui ont cramé leur compte et qui ont cramé, en fait, qu'on fait quasi rentrer en bankruptcy, c'était le cas. Hein. Si vous regardez l'action de certains brokers, vous comprendrez directement. Qui ont été exposés. Et même au niveau du broker, si vous voulez, c'est une philosophie qu'on respecte, de proposer un ensemble de sous-jacents et aussi d'informer nos clients. Si vous reportez, donc ça c'est vraiment vérifiable, sur le site de JFD Research, c'est pour la petite anecdote, on a un de nos analystes qui depuis, avant l'histoire du CHF, ça fait 2-3 mois, qui disait attention, ça c'est un trade qui est un pro trade, c'est-à-dire que c'est vraiment un trade qui est diffusé, que tout le monde fait, et moi c'est pas du tout c'est pas du tout un trade qu'on recommande, parce qu'on trouve dangereux, dissymétrique, et en plus de ça, c'est vrai que la BCE mettait une telle pression sur la SNB qui est beaucoup plus petite en termes de bilan, qu'il y avait une probabilité non nulle que ça arrive. Donc 2-3, ça faisait, et juste la veille, il a produit un article sur l'euro CHF, donc vous pouvez retrouver sur le site de JFD Research qui déconseillait à tout le monde d'investir. Donc nous, les clients du côté broker, il y en a qui ont effectivement dégagé de la perte, qui ont perdu plus que le capital investi, donc finalement, in fine, c'est le broker qui est redevable si le client n'est pas favorable. Et nous, on n'a pas été impacté, le broker est resté stable, parce qu'on a des clients qui sont...
relativement sophistiqués qu'on informe, qu'on essaie au maximum de protéger. Et donc on n'hésite pas à les appeler s'ils ont une position trop importante sur un actif. On va dire est-ce que vous êtes sûr? Et in fine, nous on n'a pas du tout souffert de cet épisode-là, et même ça nous a profité parce qu'on a démontré en fait notre stabilité et la réussite de notre modèle dans ces épisodes. Donc ça c'est important de le garder à l'esprit. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Voilà, donc là j'ai passé... c'est une liste non exhaustive, mais je vous ai donné un ensemble de critères de risque que nous on considère et qui nous permettent d'écarter directement une stratégie parce qu'on juge qu'elle n'est pas suffisante en termes de pertinence pour rentrer dans notre modèle. Ensuite, il y a d'autres critères aussi qu'on considère. Donc pour rendre la chose un peu plus interactive, j'ai mis donc au tableau deux stratégies, une stratégie qui est appelée D, une stratégie qui est appelée U. Par exemple, si, alors comme tu bailles, je vais te demander, par exemple, si tu devais choisir une des deux stratégies pour investir, laquelle tu privilégierais, la D ou la U? Peut-être la noire. Ou plutôt la stratégie D. On va voir le même. Alors, tu vois, c'est pas si évident que ça à répondre, c'est pas évident. Je pense que tu peux te poser la question également. Oui, tout à fait. C'est le but que vous réfléchissiez, je suis content que ça vous fasse réfléchir. Que ce soit pas si évident. Déjà, on est en train de digérer déjà ce que vous avez dit au préalable. Donc, c'était une grosse introduction. Après, je pense qu'il y a une notion de moyen-long terme par rapport... Alors, pour investir sur le long terme. Ouais, sur du long terme. Au final, je reste sur la bleue. Puisque... La bleue, d'accord. Bon, alors, on a par exemple quelqu'un, c'est intéressant parce qu'on a quelqu'un qui choisit la D, hein, alors on va voir qui a raison. Alors, une des choses aussi qu'on regarde, c'est la distribution des rendements. C'est peut-être pas quelque chose sur lequel vous êtes familier. La distribution, en fait, c'est de rassembler l'ensemble des positions, de les mettre dans des espèces de paquets, des espèces des intervaux, dans lesquels on va essayer de caractériser la stratégie. C'est-à-dire que quand vous regardez ce graphique, je vous le mets, en fait, basiquement, ça veut dire qu'on a 35% des positions, quand on regarde la stratégie et qu'on regarde l'ensemble de ces positions, on a 35% des positions qui ont un PNL, donc un gain final, qui va être compris entre 0 et 1%. Donc en fait, quand on regarde la stratégie D, il y a 74% des positions qui sont positives. Donc je rappelle, la stratégie D, c'est la noire, et la U. Donc de ce côté-là, et la U, elle est de ce côté. Et non, je plaisante, il n'y a pas de... Et 26% des positions qui ont un PNL négatif. Donc, a priori, si on se limite à cette analyse-là, et qu'on compare à la stratégie E, qu'il y a 70-30, on va privilégier cette stratégie. Néanmoins, quand on s'attache à la distribution des rendements, qu'est-ce qu'on se rend compte? En fait, on se rend compte que c'est une stratégie qui effectivement gagne plus en position positive, mais quand elle perd, elle perd plus que ce qu'elle gagne. C'est-à-dire qu'on a des positions qui vont générer jusqu'à 3%, en revanche, on a des positions qui vont aller jusqu'à 6% de perte. Enfin, qui vont être comprises entre 5 et 6% de perte. Donc on va avoir ce qu'on appelle une dissymétrie, une asymétrie négative. En anglais, ça s'appelle skew, negative skew. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des critères qu'il faut vraiment considérer. En fait, dans l'absolu, on va préférer privilégier une stratégie qui va être peut-être un peu moins gagnante, mais qui va avoir une asymétrie positive. C'est-à-dire qu'elle va limiter quand même relativement ses pertes. On va avoir des pertes maximum entre moins 2 et moins 2,50. En revanche, on va avoir certaines des positions qui vont aller de 2,50 à 3. C'est-à-dire qu'il y a un meilleur contrôle des pertes et il y a une meilleure gestion des gains. Donc au final, la stratégie qui est la meilleure, c'est la stratégie bleue, d'après cette analyse. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement réaliser sur Excel et que vous pouvez regarder. Et ça, c'est vraiment privilégier les stratégies qui vont avoir une asymétrie positive. C'est aussi un critère de réussite d'une stratégie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, autre critère aussi. Donc là, ça revient à ce que j'ai évoqué au tout départ, donc dans la slide de présentation de notre modèle. Quand on regarde, par exemple, j'ai pris deux exemples vachement simples. J'ai considéré une position A et une position B qui ont sensible. Si on regarde juste, si on se limite juste à l'analyse du gain final de ces deux positions,
il est sensiblement le même, on a 20 € de différence. Bon, vous me direz, sur 100 €, ça fait quand même 20% de différence, donc c'est significatif. On va dire qu'on a deux positions qui, à la fin, gagnent entre 100 et 80 € et qui sont positives. Néanmoins, quand on regarde ça, c'est si on s'attache à l'analyse simplement des positions clôturées, c'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité, quand on analyse une stratégie de trading, de reproduire la vie, en fait, la durée de vie de cette position. Par contre, si on rebackteste ces positions et qu'on regarde